bodybuilder Kate Green disait « Sortez dehors, allez réaliser vos rêves et foncez ». Ça résume très bien ce que notre invité a fait cette semaine aux machines, Normand Piché. Bonjour, bienvenue aux machines, Maxime Tardif au micro. Un grand merci aux gens d'aller sur notre page Facebook et d'aimer notre page. On lit et répond à tous vos questions et commentaires. Même chose quand vous allez sur YouTube. De plus en plus de gens s'abonnent et ça nous aide à rejoindre le plus d'oreilles possible, donc le plus grand nombre de personnes possible. Et finalement, merci de nous laisser 5 étoiles et de laisser un commentaire sur la plateforme iTunes. Vous nous aidez beaucoup comme ça. Tous les liens rapides pour nous contacter sont facilement cliquables dans la description de l'émission. Cette semaine, je suis très content de vous présenter Normand Piché. Normand s'est retrouvé à un moment de sa vie où il a décidé de réaliser un rêve, soit de relier 7 continents à la nage. Par cette aventure, il s'est donné comme mission d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves et à faire la même chose à leur tour. J'ai très hâte que vous le rencontriez. Bienvenue aux machines. Normand, tu commences ta carrière professionnelle comme agent d'artiste. Oui. Normand, en 2014, tu cherchais à donner un sens plus précis à ta vie. Tu racontes dans ton parcours professionnel que à la suite d'une rencontre avec des athlètes olympiques à Sochi, tu t'es senti inspiré et interpellé de repousser les limites. Ouais. Tu as relié 5 continents à la nage, plus de 100 km, un périple de 80 jours qui t'a emmené aux 4 coins du globe. Tu inspires les gens à réaliser leurs rêves en racontant ton périple. T'es vraiment une machine. Normand, merci d'être à l'émission. Grand plaisir. Puis, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, je t'ai rencontré par hasard. Ouais. Dans un restaurant vietnamien sur le boulevard Rosemont à ton retour de périple. Tu revenais, je pense. C'était le lendemain, je pense, ou le surlendemain. Exact. C'était vraiment très, très frais. Je me débarquais à Montréal. Fait qu'on a connecté de cette manière-là. Je suis super content de t'avoir à l'émission parce que, comme je le disais, t'es vraiment une machine dans ce que t'as fait. On est ici pour parler de différents sujets, mais raconte-nous un peu Normand avant l'aventure, puis Normand après l'aventure. Ben, il y a pas un énorme changement entre les deux. C'est le même homme, c'est la même personne qui est encore habité par cette espèce de motivation à aller au bout de mes limites, du potentiel. À l'époque où j'étais dans le showbiz, ben ça a été un petit peu la même chose que ma carrière en tant qu'aventurier. J'ai pris des directions assez spéciales, des risques aussi assez spéciaux à travers les artistes avec qui j'ai travaillé. J'ai énormément osé, mais à un moment, j'ai beaucoup travaillé en musique. L'industrie du disque a commencé à chuter. Ça devenait très difficile à rentabiliser nos efforts. Et par le fait même, ben, à un moment, la passion a comme diminué. J'avais envie de faire autre chose. Je ne savais pas quoi. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école, d'aller étudier en psychologie, en relations d'aide psychologique plutôt, puis je suis allé faire une formation plus tard en programmation neurolinguistique. J'ai fait ça avec un peu de recul, j'ai réalisé que je l'ai fait surtout pour moi. Je voulais pas vraiment faire une carrière, mais j'avais besoin de comprendre le sentiment d'échec que j'avais. Le showbiz m'a amené à réaliser des expériences et des projets extraordinaires, mais j'avais pas l'impression d'avoir atteint le plein potentiel. En fait, on l'avait pas atteint. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi. Ça m'avait amené dans un sentiment d'échec. J'aime bien dire que, pour faire une relation avec l'eau, que ça a eu un effet de tsunami qui m'a ramassé, mais à tous les niveaux. Tant sur le plan professionnel que relationnel. Je travaillais avec mon ex-femme, elle était une chanteuse, elle l'est toujours, mais c'était ma principale partenaire d'affaires. Familiale, parce qu'à un moment, on s'est séparés dans cette espèce de tsunami-là. Donc, cette vague-là ramassait tout. Ma fierté, le sens que je donnais à ma vie, mes passions. Puis je me suis retrouvé un peu dans une espèce de no man's land. Donc, retour à l'école, j'avais besoin de comprendre. C'était des formations qui pouvaient m'amener à une nouvelle pratique professionnelle.
Ce que j'ai tenté, que j'ai fait avec brio pendant un certain temps, mais j'ai très vite réalisé que c'était pas mon dada, j'étais pas fait pour ça. C'est là qu'en fait que j'ai compris que c'était plus personnel, cette démarche-là. Et éventuellement, il y a la rencontre d'athlètes olympiques qui s'en allaient, qui est en processus olympique, qui m'a amené aux Jeux olympiques de Sochi. Et c'est là, en travaillant, j'avais l'idée de travailler sur un livre qui avait pour titre Du rêve à la réalité. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions face aux questions que je posais aux athlètes dans les entrevues que je faisais avec eux pour essayer de comprendre comment eux avaient fait pour faire de leur rêve une réalité, comment eux avaient composé avec la réussite, avec les échecs, c'était quoi leur stratégie. J'avais besoin de comprendre leur savoir-être plus particulièrement, puis leur savoir-faire aussi à travers ça. Et les Olympiques, il y a quelque chose de vraiment très spécial quand tu te retrouves sur le terrain dans le parc olympique. C'est très difficile à décrire, mais il y a une énergie qui est vraiment puissante. J'ai eu l'impression à travers ce voyage-là de rallumer ma propre flamme. Mais juste un peu. C'est comme si la valve du gaz avait été ouverte puis qu'il y avait eu un petit étincelle. Donc, pour moi, je dis souvent que le rêve est né à Sochi, mais c'est plutôt l'étincelle qui s'est réallumée à Sochi. Et en revenant ici, j'ai commencé à travailler sur le livre. J'avais des histoires vraiment extraordinaires à pouvoir raconter. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me gardait dans une espèce de vide intérieur, puis je trouvais pas la satisfaction totale de raconter l'histoire de d'autres personnes. Un matin, je me suis levé, puis c'est une image qui reste très, très claire en me dirigeant vers la salle, pas la salle de bain, mais plutôt la cuisine chez nous. J'ai un miroir, puis je me suis arrêté devant, puis je me suis fait un face-à-face. Pas juste pour me regarder si j'étais correct, mais je me suis regardé vraiment dans les yeux, puis à ce moment-là, je me suis posé la question, puis toi, c'est quoi ton rêve, Normand Piché? Puis je suis resté muet. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement ironique. T'es en train d'écrire un livre du rêve à la réalité. C'était pas de rêve. C'est sûr qu'il y avait des choses auxquelles j'aspirais, j'avais des ambitions, des trucs que j'avais envie de faire, mais pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est profond, qui peut t'amener, un peu comme je l'avais vu à Sochi, à faire face à toute éventualité pour réussir. J'ai quand même poursuivi l'écriture du livre et ça m'a amené à faire d'autres recherches sur des athlètes paralympiques, sur des gens, puis éventuellement des gens qui n'avaient pas le profil olympique, mais qui avaient réalisé de grandes choses, dont des aventuriers. Je me suis même intéressé à Mylène Paquette, à Fred Dion, des aventuriers bien connus du Québec. Sébastien Sasseville a passé aussi dans mes recherches. Puis il y a eu un paquet de monde comme ça jusqu'à en arriver à des nageurs de longue distance. Et comme j'ai toujours pratiqué la natation, ça a toujours été une passion, là, j'ai senti que l'espèce de petite flamme là, qui était minime, qui a commencé à grandir. Puis doucement, à force de poursuivre mes recherches, je suis tombé sur un projet, 5 continents à la nage, puis c'est là que ça m'a complètement allumé. Pour moi, c'était de rassembler l'ensemble des choses qui me passionnent. Donc la natation, l'idée de voyager, c'est assez égal comme passion. J'aime vraiment découvrir le monde puis de découvrir de nouvelles cultures. Alors là, ça m'a allumé. Ça a été comme un feu d'artifice en dedans de moi. Puis je me suis dit, waouh, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ce que je ressens en dedans de moi. C'était vraiment puissant. Puis parallèlement à l'idée de dire, voilà, je viens de trouver un rêve qui est propre à moi, qui m'allume, qui fait du sens. Je me suis retrouvé face à un paquet de peurs aussi, à peu près au même moment. Le rêve arrive, les peurs arrivent. Parce que de s'embarquer dans une expédition comme ça, j'ai pu voir assez vite ce que ça pouvait représenter au niveau de l'implication, au niveau de l'engagement, de la préparation physique, mentale,
l'acclimatation à l'eau froide, la logistique, l'équipe que c'était pour prendre et la dimension financière aussi. Voyager avec une équipe autour du monde pendant 80 jours, le coût des traversées aussi, des autorisations des bateaux, en fait, c'était énorme. Donc, face à mes peurs, face aux toutes les limitations qui se présentaient en même temps que le rêve, je me suis dit, plutôt que d'être dans le mode des limites, de mes propres limites puis de ceux qui sont externes, pourquoi ne pas essayer plutôt de me placer en mode solution? Puis pour moi, la solution, c'était de voir juste la première solution. Pas toutes celles que j'aurais besoin, mais de voir juste la première. Puis c'était assez simple. Je devais recommencer un entraînement sérieux. Alors, dans cette réflexion-là, j'ai pris mon ordinateur, j'ai trouvé un club de natation. Il fallait que ça soit maintenant pour moi. La meilleure stratégie pour moi, c'est ce qu'on peut faire tout de suite. C'est pas mettre ça plus tard. Exactement. Donc, j'ai trouvé un club de natation, maître nageur. Le soir, j'étais dans la piscine avec eux. L'excitation grandissante dans moi, là, je chantais la flamme qui montait encore plus. Et je me suis embarqué dans l'eau en me disant, je vais nager. Je vais premièrement voir si c'est pour être durable ou si c'est juste un moment de vie où j'ai une excitation, tu sais. Puis je me suis fait prendre à mon propre jeu. À force de nager, j'avais le goût de nager encore plus. Donc, j'ai commencé à nager tous les jours, des fois 2 fois par jour. C'était au moins 6 fois par semaine. Et doucement, le projet a commencé à vivre par lui-même d'une certaine façon. J'ai gardé ça silencieux, secret. J'en ai parlé à ma fille, ça a été la première personne, mais ma famille, mes amis ne savaient pas ce qui se passait. Ils voyaient que je m'entraînais comme un malade, mais je parlais pas trop de projets concrets. Ça a pris quelques mois avant que je le fasse. J'ai commencé par en parler à ma famille, à ma mère et à mes sœurs à Noël en 2014. J'avais besoin d'avoir l'espèce de bénédiction familiale, maternelle. C'est sûr que ça les a surpris de ce que je leur ai annoncé. J'imagine la première réaction de ce monde-là. C'était c'est ça. Tu sais, la première affaire qui vient quand tu parles du Pacifique, quand tu parles du Bering, quand tu parles de la mer, c'est toujours les prédateurs marins qui arrivent en premier lieu. Fait que là, ils me disent, là, qu'est-ce que tu vas faire? Les requins, les baleines, les morses, les méduses. Fait que je les ai rassurés à ce niveau-là. Et j'ai eu la bénédiction de ma mère, de mes sœurs. Et suite à ça, au début de l'année 2015, là, j'ai commencé à faire des appels, à en parler. Non pas publiquement, j'ai gardé le projet assez secret, mais là, j'ai commencé à faire des démarches plutôt commerciales pour aller chercher des partenaires. Et la première personne que j'ai approchée, c'est une femme que j'avais rencontrée à Sochi, qui est qui travaille en relations publiques, qui représente des athlètes olympiques. Et je suis allé voir Marie-Annick en lui proposant mon projet et voir si c'est un genre de projet qui pourrait l'intéresser. Et elle m'a dit, t'es complètement fou. Puis elle dit, parce que t'es complètement fou, puis c'est un projet qui est complètement hors norme, oui, j'embarque. Fait que là, j'ai eu mon premier oui, qui a suivi de plusieurs non par la suite. Mais j'ai eu un premier oui qui m'a donné c'est de la fierté, ça booste naturellement la confiance, l'estime. Là, tu te dis là, je suis plus seul, puis il y a des gens qui croient en ça. Puis donc, ça me donnait un certain pouvoir qui m'a poussé à être dans l'action comme ça et à poursuivre mes démarches pour pouvoir réaliser ce projet-là. Je me souviens, en janvier 2015, j'étais justement allé faire un tour chez ma mère. J'avais besoin de sortir de la ville. J'étais allé à la campagne et en revenant, en sortant du tunnel Ville-Marie, tout près du pont Jacques-Cartier, j'étais arrêté à une lumière rouge et il y avait un billboard, là, un gros billboard publicitaire. Puis il s'était écrit dessus, il y a des gens, à peu près, là, c'est peut-être pas les mots exacts, mais il y a des gens qui ont une vie extraordinaire et il y en a d'autres qui en sont témoins. Et là, ça a été comme un bon coup de pied dans le derrière pour moi. Puis c'est là que j'ai pris la décision officielle, je le fais. Et je le fais dans un temps record.
le 21 août 2016, je quitte Montréal avec une équipe et on s'embarque dans l'aventure. La décision étant prise, ben là, j'ai ouvert, je pourrais dire, les valves sur tout ce que j'avais à faire. J'ai planifié et je me suis embarqué dans le projet. Cette partie-là est assez fascinante parce que, un peu comme je disais tantôt, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. À un moment donné, il y a de quoi qui t'arrive dans ta vie, que c'est quasiment un message qui t'est envoyé pour réaliser quelque chose. Puis toi, c'est clairement, à ce moment-là, que tu dis, écoute, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. C'est arrivé comme ça. Ouais. En fait, oui. J'avais vraiment envie de toucher à mon plein potentiel, de redéfinir les limites du possible parce que le peu de personnes avec qui j'en avais parlé, tout le monde me disait c'est impossible. Puis moi, j'avais une croyance tout à fait différente. C'était impossible, pas de faire le projet, mais de le faire aussi rapidement que je voulais le faire. Le temps, pour moi, c'est une ressource qui est précieuse, qui peut être notre meilleur ami comme qui peut être notre pire allié. Si je laissais le temps, sans me fixer de date puis d'avancer doucement, ben il serait probablement arrivé ce que tout le monde me disait. Tu vas le faire, ok, mais peut-être en 2017, 18, 19. Puis moi, j'étais vraiment arrêté sur ma date du 21 août 2016. On décolle. Ça s'est produit comme ça. Parce que malgré un 3 jours de retard, là, on est parti le 24 août. Alors, somme toute faite, c'est pas si pire. Puis au niveau du plan que tu avais mis en place, ouais. Ce qui était important pour toi, c'est de mettre une date là-dessus. Ouais. Puis le plan était vraiment défini sur comment arriver là. Fait qu'il y avait pas vraiment, il y avait rien d'improvisé là-dedans. Tout ce qui avait été fait, même si c'était très rapide, c'était comme mis en place. Oui, c'est très relatif parce que en fait, moi j'ai travaillé avec une espèce d'image Polaroid de mon projet. Donc, je visualisais les 5 continents à la nage, qui était vraiment une map du monde avec les 5 points dessus et le départ à la date prévue versus où on est dans le temps. Et je suis revenu en arrière en me disant, pour décoller là, j'ai pensé à mon entraînement. Je te donne un exemple. À mon entraînement, ici, après avoir consulté des coachs, des spécialistes, il faudrait que je nage, j'ai un volume d'entraînement hebdomadaire de X kilomètres par semaine. Et je suis revenu dans le temps. Donc, je savais à peu près comment me rendre là, mais de toutes les expériences que j'ai eues dans la vie, je voulais pas avoir un plan hyper précis parce que ça ne fonctionne pas, les plans hyper précis. En tout cas, pour moi. S'il y en a que ça fonctionne, ils me donneront leur recette, mais j'avais vraiment le feeling qu'il fallait que je demeure dans l'ouverture, dans l'action, et que je m'ajuste continuellement. Donc, d'avoir des stratégies que je pouvais tester. Si c'est fonctionnel, j'en fais plus. Si ça fonctionne pas, j'en ferai pas plus pour obtenir plus de non-résultats. Je vais essayer d'autres choses. Donc, ça a été une multitude d'essais-erreurs, d'idées. Certaines ont avorté, d'autres se sont concrétisées. Mais l'idée, pour moi, c'était vraiment de faire tout ce qui est possible, tout ce qui pouvait paraître impossible. Donc, j'ai développé ma première règle. Ça a été de me dire, c'est un projet qui est totalement déraisonnable. Alors, je dois être et agir de façon déraisonnable, tout le temps. Ça, c'était rule number 1. J'avais mis ça sur un papier dans le bureau. Puis quand l'équipe a commencé à grandir, je le parlais de la règle numéro 1. Soyons déraisonnables. On peut pas faire des petits gestes, on peut pas avoir de petits espoirs si on veut s'embarquer et réussir un projet comme celui-là. Ça m'a permis d'aller cogner à la porte de gens que j'aurais peut-être pas fait naturellement, d'avoir l'audace de communiquer ici et à l'international avec des gens potentiels qui pouvaient m'aider. Voilà, c'était ça un petit peu, là, d'être déraisonnable, puis d'oser faire les choses, puis le résultat, qu'il soit positif ou négatif, il pouvait venir avec une tentative. Fait que d'être flexible dans le processus, pour toi, c'était un gros atout. Ça a été un atout également pendant toute l'expédition, parce qu'il y a rien qui s'est passé tel qu'on l'avait prévu. Quand je dis rien, c'est à peu près rien, sauf l'idée de réussir.
Wow. Ouais. Pourquoi spécifiquement ce défi-là de 5 continents à la nage, c'est venu comment exactement? Parce qu'il fallait quand même y penser, là. Je vais faire ce défi-là en particulier. Ouais, ben ça a été inspiré. Il y a d'autres gens qui l'ont fait déjà dans le monde. Il y a 2 Français qui l'ont fait ensemble, en duo. Et il y a un gars du Maroc, Hassan Baraka, qui est devenu un ami depuis, qui l'a fait sur 2 saisons, sur 2 années. Donc, il faisait des traversées, il revenait dans son pays, il refaisait une autre traversée, il revenait dans son pays. Les Français ont fait la même chose. Les Français l'avaient fait en 100 jours. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire aussi, mais en continu. Je reviens pas chez moi. Je vais tenter de le faire en 80 jours. C'est un peu inspiré de Jules Verne. Mon cheminement artistique m'amenait à y amener une certaine poésie aussi au-delà du sport. J'avais le goût d'y amener une dimension sportive. Puis j'avais le goût d'y amener une dimension humaine. Le projet est parti d'un besoin personnel. Puis j'ai vite réalisé que ça pouvait devenir plus grand que moi, ce projet-là. Et je suis retourné fouiller un peu dans mes valeurs pour voir comment ça peut devenir plus grand que moi. Parmi mes plus grandes valeurs, c'est l'unité, d'être unis et la solidarité. Fait que j'ai voulu évoquer naturellement l'idée de rêver, ça commence d'un rêve. Fait que je me suis dit peut-être que ça va inspirer les gens à rêver puis à se lancer dans la conquête de leurs rêves d'une certaine façon. Puis un rêve, ça n'a pas besoin d'être les 5 continents à la nage. Ça peut être de se creuser un jardin dans sa cour en arrière, puis d'un projet que tu as dans la tête depuis un bout. Ça peut être de te mettre à l'exercice, de changer de carrière, de te rapprocher de ta famille. Je veux pas faire de jugement sur la grandeur du rêve. Mais voilà, je suis en train de me perdre un petit peu dans mes idées. Je revois plein d'images en même temps. Mais oui, donc je reviens à l'idée d'évoquer quelque chose de plus grand que moi. Alors, à un moment, je suis allé faire un camp d'entraînement au Mexique. Par mesure de protection, j'avais ma bouée qui était là avec moi, qui est attachée à ma taille pour être vue. Et s'il y a une problématique d'avoir un élément de sécurité, parce que j'avais pas d'accompagnement en mer avec cette fois-là, on était moins ma coach. Puis quand je suis revenu ici, j'ai vu les photos de la bouée, puis je me suis dit, hey, c'est trippant ça. Je pourrais me servir de ça comme d'un petit navire, puis d'inviter le monde à m'envoyer leurs rêves. Via mon site internet, on a monté une plateforme. Fait que je me disais, tu sais, quand tu partages ton rêve, c'est déjà un peu de t'en rapprocher. Alors j'ai invité les gens. Via le site internet, via les réseaux sociaux, via mes interventions dans les médias, à m'envoyer leurs rêves. Mais j'en ai reçu des centaines et des centaines et des centaines. Ah ouais. Alors, l'idée de voyager avec le rêve des gens sur les 5 continents, de faire voyager leurs rêves, c'est né à un moment, puis ça s'est produit. Et j'avais ultimement l'idée d'aller remettre le contenu de cette bouée-là dans une 6e et dernière traversée en Suisse, au lac Léman, aux Nations Unies, pour évoquer justement cette symbolique de l'union, de la solidarité et de la paix. Parce que de relier les 5 continents, c'est un peu comme faire le pont pour moi entre les pays. Puis de faire le pont entre les différentes cultures, entre les différentes religions, entre les différentes différences, entre ce qui nous sépare. Mm-hmm. Et voilà, c'est l'idée de cette bouée. Écoute, je trouve ça fascinant de parler avec toi, puis ce que je constate, c'est que au départ, tu étais un type A entrepreneur très drivé, voire impatient, parce qu'on est tous comme ça un petit peu dans notre style de personnalité. Tu es allé vers un projet qui était vraiment un rêve pour toi. Y a-t-il des moments dans ce processus-là où l'impatience a pris le dessus et tu te dit faut que j'apprenne à être plus patient puis apprendre à faire confiance au processus de cette aventure-là? Oui, c'est clair. C'est encore aujourd'hui. Étant un homme d'action et proactif, je suis toujours dans une quête, c'est jamais assez vite pour moi. Par contre, c'est un peu notre défaut. Ouais, c'est aussi une qualité. Ça stimule aussi les troupes, les gens qui nous entourent. Mais en même temps, oui, je sais qu'il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance aux gens qui nous entourent, qui amènent, qui redéfinissent aussi la forme du projet, qui amènent des idées.
Mais de nature, bien que je le sais, je ne suis zéro patient. I'm a go-getter. J'ai besoin d'aller chercher les choses le plus rapidement possible. Mais je pense que je le comprends un petit peu plus maintenant. Puis là, je suis en train de développer une nouvelle expédition. Je me retrouve encore dans le même genre de processus où je me dis, sois patient, fais confiance, ça s'installe, ça va pas assez vite pour toi, mais c'est en train de se produire, c'est en train de se passer. Puis l'équipe que tu as eue pour monter ton premier, dont Anastasia, que je connais un peu, qui est une coach exceptionnelle de natation, j'imagine que tu as formé une équipe assez serrée avec ces gens-là à travers ce processus-là. Oui. Tu prépares une nouvelle aventure, c'est-tu avec ces mêmes personnes-là que tu prévois? L'équipe, de vivre à proximité pendant 86 jours autour du monde avec des gens que tu connais, c'est correct, mais c'est tout un défi aussi. Mm-hmm. Ça a été un des grands défis parce qu'on a souvent vécu dans des petits appartements, des fois dans la même pièce, on est 24 heures par jour ensemble, 7 jours par semaine, pendant 3 mois, alors qu'on est dans des moments de défi, de stress continuel, à composer avec des embûches, avec des faits qui sont inévitables. Ça a été, je peux pas dire que ça a été facile. Tout au contraire, ça a été très complexe en équipe. Il y a eu de merveilleux moments, puis il y en a eu d'autres qui ont été vraiment moins merveilleux. Je vais utiliser juste le moins merveilleux. Est-ce que je compte avoir la même équipe pour la prochaine expédition? Peut-être. Peut-être certaines personnes, non. Ça va être à déterminer. Le prochain projet a une portée, encore une expédition autour du monde. Puis de la façon que ça se dessine, il y a des intervenants qui vont venir de l'extérieur. Il y a encore l'idée de produire un documentaire. Donc cette fois-ci, il y a une équipe télévision qui va suivre. Qui seront pas dans mon équipe proche, mais qui vont être les témoins, qui vont capter toutes ces expériences-là, qui vont être vécues un peu partout. Je veux me faire très, très, très prudent dans le choix des personnes qui vont faire partie de mon équipe. Il y a des critères professionnels, puis il y a des critères aussi relationnels qui vont être très importants à considérer. Dans ton aventure, tu parles souvent de relations avec les gens, tu parles de faire le lien entre les cultures. C'est quoi là où les moments les plus significatifs, qui étaient les plus simples en fait? Puis je vais donner un exemple. Tu vois, tantôt on a regardé une vidéo de Guillaume Duluth qui va être sur le show bientôt, qui parle de sa rencontre avec des cannibales en Amazonie, qui était une rencontre assez simple au départ, bien que c'est pas simple de rencontrer des cannibales. Y a-t-il un moment de rencontre de culture qui te dit ça m'a vraiment marqué dans l'aventure? Ben, il y en a eu partout sur chacune des destinations. Quand tu te retrouves au centre du détroit de Bering, sur une île où il y a 140 personnes qui vivent là, qui sont complètement coupées du monde, qui ont absolument pas le même rythme de vie que nous. Ils ont à peine une petite épicerie là, qui ressemble plus à un magasin général du temps du Far West que d'autres choses, qui sont pris sur leur île. Ils peuvent pas sortir de là souvent à cause des courants. La mer est assez chaotique. C'est un autre monde. Tu pars de là, tu te retrouves en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en Indonésie, dans la jungle, sans électricité, sans eau, à vivre dans des petites cabanas sur le bord de la mer avant d'entreprendre la traversée. C'est un autre monde. Moyen-Orient. Je me suis retrouvé en Jordanie, en Égypte. T'as Israël qui est à côté, l'Arabie Saoudite, tout est collé, tout est proche. On est dans un environnement qui est politiquement très hot. C'est un autre mode de pensée. J'ai fait des rencontres absolument extraordinaires sur place et ainsi de suite jusqu'à la fin. La Grèce, Turquie, dans le corridor des migrants, j'ai nagé dans la voie, dans le chemin, exactement là où les migrants du Pakistan, de la Syrie, ont marché jusqu'à Bodrum, en Turquie. Et de là, ben, ils prennent des bateaux de fortune, que j'appelle, des bateaux un peu tout croche, qui sont dangereux, pour se rendre en Grèce, sur l'île de Kos ou sur d'autres îles. Mais
Moi, j'ai nagé directement là-dedans en sachant qu'il y avait la possibilité de corps de personnes noyées qui remontent à la surface. Le Coast Guard turc et grec qui m'ont suivi m'avaient prévenu. Alors, ouais, ça a été des moments intenses. Celui-là, entre autres, de revenir en Grèce, puis d'être accueilli parce que la traversée a fait jaser les gens sur l'île. C'est pas gros, donc des nouvelles comme ça se répand assez vite. Mais d'être accueilli par plusieurs migrants qui trouvent que ça donne un sens ce que je fais. Je m'attendais pas à ça, là. Quand je suis revenu sur l'île, sur la terre, puis que je vois tout ce monde-là qui m'applaudissent, puis que je vois bien physiquement que ce n'est pas des Grecs, que c'est des gens qui viennent de l'autre côté aussi. C'était émotivement très, très impliquant. Il y a eu l'équipe qui voyageait avec moi, l'équipe des gens qui sont restés à Montréal, puis il y a eu toutes les rencontres aussi qu'on a fait autour du monde, des gens des ressources qu'on a développées sur le terrain qui sont devenus des acteurs du projet parce qu'ils se sont impliqués comme ça, de bonne foi, ils ont voulu donner un coup de main. Et sans ces rencontres-là, je pense pas qu'on aurait réussi. Donc c'est vraiment, quand je parle d'unité, c'est l'unité qui a permis la réussite du projet. Dans ton voyage, tu parlais tantôt que en fait, il y a des gens qui t'ont aidé. Y a-t-il un moment dans le voyage que tu dis, écoute, ça, c'est vraiment tombé du ciel, cette aide-là aujourd'hui pour que je puisse faire ou accomplir telle traversée? Parce que je sais que quand t'es parti de ta première traversée, je pense, t'as manqué les autorisations que tu as eues à la dernière minute pour faire cette première traversée-là. Y a-t-il un moment dans cette aventure où tu te dis, écoute, ça se peut pas que je sois chanceux de même, c'est l'univers qui conspire à ce que je fais, à ce que je crée ça, parce que c'est pas un hasard que ça m'arrive. Continuellement. Ouais. À chaque destination, habituellement, dans les débuts, les premières personnes qu'on rencontrait devenaient des alliés. Puis, je pense je crois pas aux coïncidences, mais enfin, si on veut utiliser le mot coïncidence, les coïncidences se sont bien alignées pour qu'on fasse les bonnes rencontres au bon moment. Alors, totalement. Mais, tu vois, je parlais avec une amie dernièrement, puis elle m'expliquait une aventure qu'elle vient de vivre au Madagascar, puis elle me disait, c'est fou comment tout arrivait par magie. Je pense pas que c'est par magie. Moi, j'ai l'impression que c'est quand tu trouves ton X dans la vie, puis que tu décides de te mettre les pieds dessus, ben c'est comme ta voie. Ça veut pas dire que ça va être facile, qu'il y aura pas d'embûches, qu'il y aura pas de défis, puis que pour moi, la vie, c'est un peu comme l'océan, hein? Il y a des hautes vagues, des creux de vagues. Mais quand tu es sur ton X, tu restes ouvert au monde, disponible, à l'écoute, à l'observation, à observer aussi ce qui se passe autour de toi, ben, les éléments se présentent doucement, ou des fois moins doucement. Des fois, c'est provoqué, des fois, c'est par une crise qui provoque un moment de magie un peu plus tard. Fait que j'ai développé la faculté de voir les embûches, les défis ou les obstacles qu'on se fait mettre des fois en pleine face d'une façon un peu comme une bonne claque. Là. Ben, moi, je vois ça maintenant comme des cadeaux. Je vois le défi, l'embûche comme une possibilité de solution. Comme une ouverture à une solution. Comme une opportunité pour quelque chose. Opportunité, le bon mot. Ouais, c'est ce qu'ils disent, en fait. Ils disent que les premières choses, c'est les choses qui te font peur, c'est les choses que tu dois faire, un peu comme tu disais tantôt, que avec le projet, les craintes sont arrivées. Ouais. Puis les défis sont souvent des opportunités pour aller puiser dans tes ressources, pour trouver une solution face à tout ça. Ouais. T'avais-tu prévu ton retour ici au Québec? Savais-tu un peu comment ça allait se passer ou quelle trajectoire tu allais prendre à ton retour? Quel sens ça allait donner au voyage, parce qu'il y a un impact lors du voyage, puis il y a l'impact d'après le voyage. Ouais. Ça s'est-tu passé comme tu pensais le retour? Pas du tout. Il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais pensé. C'est pas vrai. Je peux pas dire rien. Tout se transforme dans ma façon de voir ou de concevoir les choses. Je me souviens à Sochi, je parlais avec un coach qui me disait, tu sais, on fait des plans, on les écrit de la main droite. Puis le lendemain matin, tu te lèves, puis tu l'effaces de la main gauche, puis tu recommences pour composer avec le moment. Puis ça j'ai toujours conservé un peu cette idée-là de me dire, ben, on peut avoir le plan, ça risque de changer, c'est à peu près sûr que ça va changer, puis l'important, c'est de s'ajuster.
mon retour a été très difficile. J'aime bien dire que le retour a été la plus longue traversée de mes traversées. Parce que il y a des choses qui avaient été prévues, ça ne se passe pas nécessairement de la même façon, ça s'est transformé. Heureusement, ça m'amène encore sur de plus belles opportunités que j'avais imaginées. Mais il y a eu une période de transition, il y a eu une période aussi d'intégration au vécu, aux apprentissages qui ont été faits dans l'expérience, les apprentissages individuels, puis également collectifs à travers l'équipe, d'une façon, c'est ça, plus collective. Alors, je pense que un des éléments magiques, en tout cas pour moi, c'est de s'ajuster, conserver l'objectif ultime. C'est quoi que je veux faire avec ça, puis de rester ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, puis à ceux que j'avais imaginés, mais qui finalement ça se passe pas de la même façon. Mm-hmm. C'est intéressant parce que tu t'expliques ça, puis il y a un paquet d'entrepreneurs qui écoutent ce show-là, qui vont se voir là-dedans parce que tu parles dans le fond que ça se passe pas exactement, puis c'est un peu la nature de la vie, ça se passe jamais comme tu penses que ça va se passer. Mm. Puis là, t'as pas le choix de conjuguer avec ces différentes affaires-là, surtout un retour après une aventure de même, c'est comme un gros high. C'est pas juste closer un deal, là, c'est closer un gros deal qui dure plusieurs mois. Fait que je pense que ça va résonner avec pas mal de monde, ce que tu dis à ce niveau-là. Mm-hmm. Dis-moi donc, au niveau des questions plus ouvertes, à travers ton processus, y a-tu un livre dans ta vie qui t'a marqué, que t'aimerais ça, si t'avais la chance, là, tu l'offrirais au plus de gens possible? C'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé le récit d'aventure de Mylène Paquette. Ouais. Mylène, c'est une bonne amie qui m'a beaucoup inspiré, qui a été un modèle pour moi dans ma démarche. J'ai lu un paquet de livres là, à travers mes études en programmation neurolinguistique, en relations d'aide psychologique. Il y a eu un moment où je me suis beaucoup intéressé au développement personnel. Fait qu'il y a plein de bons livres que j'ai lu. Mais le livre, mon livre préféré que j'ai lu, c'est un roman, c'est une fiction que j'ai lu en Espagne l'été passé, un peu par hasard, parce que je ne connaissais pas ce livre et j'étais parti justement à travailler sur l'écriture de mon livre, sur le projet des 5 continents. J'ai pris l'été pour aller faire du vélo camping. J'avais besoin de simplicité, j'avais besoin de solitude, justement pour intégrer tous mes apprentissages. Et donc, je suis retourné en Espagne, à Tarifa, où j'ai fait une des traversées. C'est une ville avec laquelle je suis tombé amoureux. Une ville de passion, de passionnés, de kite surfing, de surf, de gens qui font de la planche à voile. C'est la mer, c'est magnifique. Et ma sœur qui faisait un road trip avec son copain arrivait du Portugal, sont passés par Tarifa, on a passé quelques jours ensemble, puis elle m'a parlé du livre de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et elle m'a dit, ce livre-là me fascine, je vais essayer de le terminer avant de partir, faut que je te le donne. Puis elle a réussi à le finir. Puis quand j'ai commencé à faire la lecture de son livre, j'ai pas été capable d'arrêter. C'est une brique, là. 600 quelques pages, puis je l'ai lu d'un trait. Au-delà du suspense du livre, il y a des messages subtils sur la vie, sur la façon de l'auteur ou enfin ses mentors de voir la vie, des espèces de conseils à chaque chapitre qui sont présents, qui m'ont marqué, puis que je conserve très précieusement encore aujourd'hui, puis que je me réfère dans l'écriture de mon livre actuellement. Ouais. Je relis ça, peut-être pas au quotidien, mais de façon assez fréquente. Je suis allé juste chercher les extraits qui avaient une espèce de message un petit peu plus éducatif à passer, puis je m'en sers. Puis voilà. Fait que ce livre-là, oui, je l'offrirai à tout le monde parce qu'il y a un côté très divertissant, puis il y a un aspect en même temps très humain, puis il y a un suspense, il nous fait réfléchir. Alors, c'est pas dans l'ordre de vouloir inspirer les gens, le livre, mais moi, ça m'a grandement inspiré. Oh. J'ai lu un livre cette année d'Éric Saint-Cyr. Ça dit quelque chose, Éric Saint-Cyr? Ouais. À l'ombre du soleil? Oui. T'as-tu lu ce livre-là? Non. Écoute, c'est vraiment, moi, c'est le même. Puis Éric, j'espère qu'un jour, tu vas venir à l'émission.
C'est vraiment un des livres extraordinaires que j'ai lu cette année. Puis c'est dans un autre complètement un autre type de livre que tu sais, on est beaucoup dans le développement personnel, on lit des ouvrages sur différentes choses. Mais ça, je te le recommande chaudement. C'est tout un livre intéressant. J'ai passé à travers, j'étais prêt de le laisser aller. C'est bon signe. Ouais. Quand tu le termines le livre puis que t'as pas le goût de fermer le livre, là, quand t'as pas le goût que ça finisse parce que tu sens que tu vas t'ennuyer des personnages, tu sens que tu vas t'ennuyer de l'histoire, ben c'est un bon signe. Ça, c'est mon objectif. J'aimerais ça, quand j'aurai fini mon manuscrit, là, qu'à la fin, les gens aient pas envie de terminer le livre. C'est pour quand ce livre-là? Ça devrait sortir à l'automne ou janvier 2019. Cool. Il reste des petites choses à aligner parce qu'il y a un documentaire qui est en préparation aussi pour la télé. Alors, j'aimerais, mon souhait, c'est que le livre et le documentaire sortent parallèlement, à peu près dans le même temps. Donc, il y a une question là, de voir avec la maison d'édition, avec les diffuseurs, comment on va orchestrer ça. J'imagine que tu reçois souvent des témoignages de personnes qui ont entendu parler du périple, qui t'ont vu en conférence. Y a-tu des gens que t'as marqué de manière insoupçonnée, que c'était comme, justement, comme tu disais tantôt, une claque d'en face, tantôt que ça les a vraiment marqués, ce que t'as fait, ce que t'as réalisé. Ça les a même inspirés à faire autre chose. Tu vois, Sébastien, quand il était ici, il disait qu'il y a des gens qui ont été, après sa conférence, ils allaient le voir pour s'inscrire à l'Ironman. Puis c'est des gens qui avaient jamais fait de triathlon. Y a-tu du monde qui aussi ils ont été inspirés par ce que t'as fait, puis ça t'a vraiment marqué? Comment ils ont réagi à ton aventure? Ben, en fait, il y en a plusieurs. Comment dire, chaque conférence que je fais, je suis surpris de voir comment les gens sont aussi captivés, puis il y a toujours une période de questions à la fin, de voir comment les questions qui ressortent de ça, les commentaires que je reçois par courriel ou par les réseaux sociaux par la suite, ou quand les gens viennent me voir. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. J'aime beaucoup faire du scolaire dans les conférences. Je fais du corporatif, j'adore ça, mais j'ai une relation particulière avec les jeunes, puis c'est probablement pas basé sur la croyance, sur mes croyances. Pour moi, c'est eux qui ont le futur entre les mains. C'est eux qui ont la possibilité de changer, d'améliorer les choses. Je pense qu'on l'a tous, mais je veux dire, ça fait partie des nouvelles générations. Donc, les ados, les jeunes adultes, peut-être parce que ma fille en est une aussi, j'ai beaucoup de plaisir à aller leur raconter mon récit, puis je vois dans leurs yeux que ça l'allume quelque chose. Et il y a des écoles, il y en a une entre autres où je suis allé 3 fois à 3 reprises. J'ai rencontré différents groupes. Je pense que là, j'ai passé toute l'école au complet, là, une école secondaire. Mais à un moment, je suis allé rencontrer les jeunes pour voir. La direction me disait que ça avait vraiment eu un impact très fort chez les jeunes. J'ai dit, OK, mais je vais aller les rencontrer, les jeunes, je veux savoir à quel point ça a eu un impact. Et il y a des gens qui ont justement amorcé des projets suite à la conférence. Ça les a inspirés, ça leur a donné le courage de passer à l'action à travers des projets très spécifiques. Alors ça, c'est ma plus grande paye, je dirais. C'est ma plus grande valorisation de mon expérience, de voir que je peux, à ma façon, mais tout à fait humblement, contribuer à plus grand que moi. Parmi tous tes projets, la vie avance vite. Hein? Mon père disait souvent qu'à 10 ans, ça va à 10 km/h, à 20 ans, à 20 km/h. Puis moi, je vais avoir 40 ans cette année, puis toi, peut-être un petit peu plus vieux. Ouais. Comment tu perçois ça de l'avancée du temps versus tout ce que tu veux accomplir dans ce moment-là sur la Terre qui est assez court? As-tu un sentiment d'urgence d'accomplir le plus d'affaires possible? Sentiment d'urgence. Non, j'ai pas un sentiment de vouloir accomplir le plus de choses possible. J'ai le sentiment de vouloir vivre le plus avec profondeur les expériences qui me plaisent, qui me passionnent. J'ai pas envie d'être une espèce d'être perdu dans un freak show. Ouais, de tout vouloir faire puis en même temps de rien faire parce que tu passes à côté de l'expérience. Ouais. Donc, il y a des choses très spécifiques que j'ai envie de réaliser. J'ai envie de les réaliser avec profondeur, de vivre le moment, de pouvoir vivre les relations, de pouvoir voyager encore le plus possible. Moi, je suis un citoyen du monde, je me considère pas comme un Montréalais, Québécois, Canadien, whatever. Là.
je suis un citoyen du monde, donc j'ai le goût de voir le plus de pays, rencontrer le plus de gens possible, mais avec toujours un rapport de qualité. Pour ne pas que ça soit éphémère et juste... Fait que de faire une marque vraiment plus significative dans tes relations que d'être juste de passage. Ouais. Intéressant. Si tu avais la chance de te rencontrer la version plus jeune de toi-même, si tu avais Normand à 15 ans devant toi, quels sont les 3 conseils que tu lui donnerais? Un, de trouver ses rêves, de se lancer à la conquête. C'est 2 choses qui sont... et d'aller jusqu'au bout. C'est un peu le constat que j'ai fait des 5 continents à la nage. Quand je me suis retrouvé en Espagne l'été passé, j'ai eu la chance de rencontrer une fille là-bas, une Italienne, qui avait un projet de faire un film sur un poème de Charles Bukowski. Et en gros, le poème de Bukowski se dit « Go all the way ». Puis quand elle m'a fait lire ça, le poème, j'ai fait vraiment... Ça a été comme si je recevais la synthèse de ce que je comprenais inconsciemment. Donc, d'aller jusqu'au bout. Quand on veut quelque chose, quand on désire être ou faire quelque chose ou avoir quelque chose, inévitablement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des embûches, il va y avoir des succès, mais si tu es vraiment décidé et si le désir est intrinsèque, ben, je pense qu'on peut faire face à tout ça. Et on a la possibilité d'aller jusqu'au bout, au bout de nos rêves, au bout de nos idées, puis même encore d'aller plus loin. Donc pour moi, le all the way, ça devient vraiment en une phrase la synthèse d'un projet de maintenant depuis 2014 que j'ai travaillé sur ce projet-là. Donc le go all the way, c'est ma synthèse et c'est ce que je constate que j'ai fait inconsciemment. Ça a toujours été ta synthèse, ça, all the way, depuis que t'es très jeune. Non. Ou depuis l'aventure. Je pense que ça fait partie de ce que je suis, totalement de ce que je suis, mais c'était plutôt inconscient. Je suis pas mal tout le temps allé jusqu'au bout des choses. Mais j'en étais comme pas conscient. Là, j'ai comme pris conscience que, hey, je suis allé jusqu'au bout. Puis même dans ce que j'appelle mon ancienne vie, dans le showbiz, je suis allé jusqu'au bout de mes capacités, de mes ressources. C'était pas juste question de moi. Il y avait un environnement et d'autres gens impliqués dans ces projets-là. Mais aujourd'hui, j'ai le feeling que je suis allé jusqu'au bout que je pouvais aller. Et les 5 continents à la nage, je suis allé jusqu'au bout. Le prochain projet, je vais aller jusqu'au bout. Et je m'attaque avec cette perspective-là. Go all the way. Ou fais-le pas. Va jusqu'au bout, fais-le pas. Dépense pas ton énergie à faire quelque chose pour rien. Fais autre chose si t'as pas la conviction que... Avec des compromis, c'est pas la peine. Compromis, ouais. Pas trop, en fait. Ben, des compromis, tu sais, je sais pas trop quoi penser des compromis. Oui, on parle beaucoup des compromis. En politique, il faut faire des compromis. En affaires, il faut faire des compromis. Mais c'est un mot qu'on peut couper. Hein. Il y a le con puis il y a le promis. Fait des promesses de con, je suis pas trop pour ça. Mais ouais, enfin, j'ai une façon différente de voir le compromis. Je le ramènerais plutôt là je pense à voix haute, là, à l'union. Essayons d'unir plutôt que de faire des compromis. Essayons d'unir nos forces pour éviter nos faiblesses. Ben comment on peut unir nos faiblesses ensemble? Comme si je te donne un exemple, toi, comment pourrais-tu contribuer à mes faiblesses puis te servir de mes forces, puis à l'inverse, je fais la même chose. Si on pense à un travail d'équipe, on fait pas trop de compromis, tu sais, faut pas être con dans la vie. Faut plutôt collaborer, faut faire preuve de solidarité et d'ouverture. L'ouverture sur le monde, ça a été la première chose que j'ai constatée qui était nécessaire dans l'expédition. Avec la première traversée en Alaska, je suis parti de là en me disant, ici, s'il devait y avoir une thématique, c'est l'ouverture sur le monde. L'ouverture sur la différence et les différentes cultures. Et essayer de s'adapter à ça. J'aime bien l'idée que
étant conférencier, je fais de la conférence, je parle beaucoup. Et quand je me retrouve dans des situations de voyage, j'essaie de me servir moins de ma bouche, puis de me servir plus de mes yeux puis de mes oreilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a deux. On en a deux et on en a une. Donc, ce que j'ai le moins en aventure, j'essaie de, de le mettre, mais de m'ouvrir, d'écouter, d'observer, de regarder la carte du monde de l'autre personne qui est devant toi, devant soi, et essayer de s'ouvrir à ça. Parce que il y a on a tendance, en tout cas, je veux pas généraliser, mais c'est quelque chose que j'observe. Tout le monde cherche à avoir raison. J'ai compris qu'on a toutes raison. Tout le monde a raison. Il n'y a pas personne qui a la raison absolue sur Terre. On a raison par rapport à qui on est, par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, notre culture, notre environnement, là où on est né, notre ville, la culture qui existe ici. Tu te retrouves en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, la personne a raison, bien plus que moi. Est dans son environnement, est dans sa culture, est dans sa réalité de vie, puis de son histoire de vie. Alors, si je veux être en relation composée, avoir le support de cette personne-là, j'ai avantage à m'ouvrir à elle plus qu'à essayer d'imposer qui je suis. Fait que ça t'apprend beaucoup plus quand tu t'imprègnes de ce monde-là, quand tu fais juste écouter que de vouloir être l'interlocuteur tout le temps. Ben moi, je demeure avec mon objectif. Mon objectif est toujours là. Je veux faire la traversée entre ces deux continents-là. Ça doit se faire. Mm-hmm. Pour que ça se fasse, ben naturellement, je veux pas dire imposer, mais je dois être très... je perds mes mots, là. Très clair dans ton intention. Ben, très clair dans mon intention, oui, puis très ferme dans mon intention. Mm-hmm. Mais si je veux la réussir, mon intention, mon objectif, j'ai avantage à m'ouvrir à ces gens-là parce que c'est eux qui contribuent à ce que ça puisse être possible. Alors, si j'arrive là puis que je suis roi et maître puis que ça marche pas, là. Alors, l'ouverture sur le monde est pour moi très importante et un outil qu'on devrait développer un peu partout, de s'ouvrir à l'autre. Pas juste dans le domaine du voyage, dans le domaine, je regarde ce qui se passe dans les écoles, l'intimidation, dans le domaine des affaires. Si on avait un petit peu plus d'ouverture à l'autre, on aurait déjà réglé beaucoup de trucs, je pense. Et les situations pourraient être beaucoup plus paisibles. Bien dit, ça. Ton prochain projet, est-ce que c'est quelque chose qui est encore au stade de secret? C'est pas secret, c'est pas totalement secret. Je n'en ferai pas l'annonce maintenant parce qu'il y a un moment qui est prévu pour ça, pour le faire. Ce que je peux dire, c'est que ça concerne toujours la natation. Ça se passe encore autour du monde. Si je le fais dans les temps, ce sera un nouveau record du monde. J'aime défier le temps. Qu'est-ce que tu veux? Ça va être un nouveau record du monde. Ça va être encore plus extrême que ce que j'ai déjà fait. Ça fait peur? Ça fait peur. La peur m'excite. C'est ça. Je peux pas dire que ça me fait peur. Oui, ça peut être épeurant, mais ça m'excite en même temps. Ça m'attire parce que les peurs ont souvent été le plus beau chemin à suivre dans ma vie. Alors, la peur, je la vois pas comme un ennemi, mais je la vois comme un indicateur de peut-être la route que j'ai à prendre. Si je décide de faire face à ces petites peurs-là, ben, je te donne un exemple très concret, là. Je suis en train de préparer mon livre sur l'aventure des 5 continents à la nage. J'avais peur de l'écriture. J'ai une capacité d'écriture. Je suis quand même une personne qui a une certaine facilité à communiquer des idées, à construire des histoires. Mais j'avais peur de l'idée d'être l'auteur d'un livre. Et là, je suis allé voir des gens qui ont un petit peu plus d'expérience pour aller chercher de l'aide à la rédaction. Et pas plus tard que hier, en fait, c'est très récent, j'ai dit non. Là, je fais face à mes peurs et je l'écris seul. Parce que je suis la meilleure personne pour le faire. Pas parce que j'ai la plus belle plume, pas parce que c'est pas mon métier, je suis pas un écrivain, mais parce que j'ai vécu cette expérience-là.
chaque émotion que j'ai vécue dans le processus, dans l'expédition, avant, pendant, après, sont dans mon ADN. Alors, c'est à moi à mettre ça sur papier maintenant, puis de l'histoire que j'ai en tête, ben, je vais me servir de mes mains, puis de mon clavier, puis de mes crayons. Ça sera pas édité par quelqu'un d'autre. Ça va être édité par... J'ai signé avec une grosse maison d'édition, mais ça sera pas écrit par quelqu'un d'autre. Exactement. Ça va être écrit, c'est moi qui vais l'écrire. Puis, tu sais, de toute façon, le processus depuis 2014, depuis mon expérience à Sochi, j'ai tout écrit. J'ai toujours eu un journal 2014-2015, des journaux d'écrits d'émotions, ce que je vis, daté. Je le fais encore aujourd'hui, je suis en train de m'embarquer. Tu sais, j'ai déjà une montagne de textes. L'été passé, j'ai passé 6 semaines en Espagne à écrire, à revivre chaque moment de l'expédition parce tout a été filmé pour le documentaire. Donc, je suis parti avec mes disques durs, mon ordinateur, et j'ai revisionné tout le matériel, plus de 55 heures, à revoir des scènes, à essayer de comprendre certaines situations, comment ça s'est passé. Donc, j'avais déjà écrit toute la structure du livre, tous les chapitres, qu'est-ce qui se retrouverait dans chaque chapitre. Puis, c'est ça, quand j'ai pris la décision, ben là, je l'ai écrit, le livre, je me suis trouvé quasiment niaiseux d'avoir pris aussi de temps à prendre cette décision-là. Et hier, justement, je suis allé rencontrer mon éditrice, puis je lui ai fait part de cette nouvelle-là. Puis elle était consciente que j'avais des gens qui étaient pour m'appuyer dans l'écriture, puis j'avais une certaine crainte que ça l'inquiète. Puis au contraire, était emballée de mon idée, de ma décision d'écrire le livre moi-même. Ouais. Fait que au final, ça a créé chez moi encore plus de motivation puis d'excitation face à la sortie du livre, à l'idée de faire moi-même l'écriture, le processus, de le revivre, de me dire bon ok, je me donne du temps là, puis dans les prochains mois, je vais être focus, je vais être comme un laser à chaque petit moment que j'ai de libre pour le livre. Wow. Écoute, Normand, tu as tellement d'affaires intéressantes qui sortent de toi que je pense que je peux t'utiliser encore pour au moins 2 heures de bon temps. Je sais que tu as des rendez-vous après, mais j'ai 2 dernières questions pour toi. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Peu importe. Télévision, qu'est-ce que tu écoutes que tu mets dans tes yeux ou dans ta tête qui... De ce temps-là, je suis beaucoup à l'écoute de mes émotions. Ça, c'est la première chose. Fait que j'aime beaucoup la musique. Mais depuis un certain temps, dans le processus d'écriture du livre, du documentaire aussi, j'ai tendance à vivre dans le silence quand c'est possible. Puis même ma fille qui est ado, quand elle arrive et qui écoute tout le temps de la musique, je veux pas briser son univers, son plaisir, mais des fois ça a tendance à m'agacer. Puis j'avais l'habitude moi de me lever avec de la musique, de me coucher avec de la musique. Donc là, je suis à l'écoute beaucoup de mes émotions. Sinon, j'ai pas de télévision. J'écoute pas la télé. Donc, ce que je regarde, c'est très sélectif. Je regarde beaucoup de documentaires qui portent sur des sujets qui peuvent être totalement différents. C'est sûr que l'aventure m'intéresse, le voyage m'intéresse, mais également la politique. J'aime comprendre ce monde un peu tordu de la politique. Fait je m'intéresse à la politique américaine, européenne. Donc, c'est très sélectif. Les choses que je regarde, que j'écoute, viennent d'un intérêt. Et c'est pas juste pour le divertissement. Si ta vie s'arrêtait aujourd'hui, de quoi tu veux de quoi tu veux les gens se souviennent de toi exactement? C'est une bonne question. De mon humanité. Je suis un citoyen du monde et j'aime profondément l'être humain dans sa beauté comme dans son aspect moins belle. Et c'est quelque chose que j'ai pas assez exploité, ça. Cette dimension-là de moi, cette dimension-là, d'assumer mon désir de contribuer à faire quelque chose de mieux. Alors, je le fais avec les capacités puis que j'ai ou les ressources que j'ai actuellement, mais j'ai l'impression de le faire comme ça. Tu sais,
j'aimerais ça qu'on se souvienne, disons que, par exemple, les 5 continents à la nage, je l'ai fait avec une idée d'évoquer un message d'union et de solidarité. Parce qu'au final, j'ai bien compris, avec mon aventure, que notre plus grande beauté en tant qu'être humain, c'est nos différences. Si on arrive à les amener ensemble, on va continuer à faire des changements importants. Mais que nos différences, c'est notre plus grand pouvoir, puis c'est notre plus grande beauté en même temps. On peut connecter avec toi à quel endroit? Facebook? Je suis sur Facebook. Instagram? Ouais, très peu actif. Je l'étais pendant l'expédition. Je suis moins actif. Mais je suis sur Facebook, Normand Piché personnel, Normand Piché aventurier. Je suis sur Instagram, j'ai un site internet o5swim.ca qui va être refait, remis à jour là, pour les nouveaux projets. Voilà. Puis si les gens ont envie de m'envoyer un message, c'est bienvenu. Les rêves, je les prends toujours parce que la bouée va me suivre encore sur le prochain projet. Donc, je vais continuer à voyager avec des rêves dans ma bouée. Ça se passe par mon site Internet. Et s'il y a des gens qui ont envie de m'envoyer des petites questions ou whatever, je réponds. Ça prend des fois 24 à 48 heures, mais j'essaie de répondre. Écoutez, merci beaucoup, Normand. J'apprécie énormément. C'est vraiment des belles choses que tu nous as dit. J'espère reconnecter avec toi aussi prochainement pour ton prochain voyage. Ah oui. Pour voir l'intégrale de l'entrevue, allez sur Facebook, YouTube, Les Machines. Vous allez trouver ça là. Normand, c'est une machine. Merci pour toi. J'apprécie. Merci.